Vous regardez la lumière la plus ancienne que l'homme ait jamais vue. Ce n'est pas une reconstitution, ni une visualisation artistique. C'est une image réelle, obtenue grâce aux télescopes spatiaux les plus puissants. La lumière sur cette photo a commencé son voyage à une époque où ni la Terre ni le Soleil n'existaient encore. En fait, vous regardez en ce moment dans le passé, il y a des milliards d'années. Mais qu'est-ce qui se cache exactement dans ces minuscules points de lumière ? Que savons-nous des étoiles ? Ces objets sont visibles chaque nuit, il suffit simplement de lever les yeux vers le ciel. L'horizon diurne de la Terre n'est pas vide non plus. Il est orné d'une sphère jaune et brillante appelée le Soleil. L'humanité moderne s'est tellement habituée aux points scintillants dans le ciel qu'elle les considère comme quelque chose de banal et indigne d'attention. Pourtant, les étoiles sont encore mal comprises et constituent d'immenses fournaises cosmiques, uniques à bien des égards, alimentées par la fusion thermonucléaire. Il y en a des milliards, chacune ayant quelque chose de remarquable. Depuis des siècles, contes, chansons et légendes célèbrent les étoiles. Les marins et les voyageurs s'orientaient grâce aux myriades de constellations. Depuis la nuit des temps, les hommes savaient qu'il était impossible de vivre sans elles. Avez-vous déjà entendu parler de l'oxymore glace chaude ou poison sucré ? On peut sans hésiter ajouter à cette liste une autre notion, étoile froide. Hubble. Il y a de nombreuses étoiles dans l'univers, mais pas toutes. Par exemple, on a découvert des corps célestes à part qui jusqu'à récemment étaient considérés comme purement hypothétiques. Leur existence est maintenant prouvée. Il vaut donc la peine de s'attarder plus en détail sur ce type. Nous allons parler des naines brunes. Ce sont en quelque sorte des quasi-étoiles pesant jusqu'à 7 masses solaires ou jusqu'à 80 masses joviennes. En fait, tout leur cycle de vie consiste en un refroidissement progressif et inévitable avec une extinction lente de leur fonction stellaire. L'existence des naines brunes, tout comme celle des étoiles de la séquence principale, est maintenue grâce à des réactions thermonucléaires internes qui consistent en une combustion continue de l'hydrogène puis de l'hélium. Mais la dissipation thermique de ces objets inhabituels est minimale. C'est précisément parmi eux que les scientifiques s'y trouvent nager des corps célestes qui relèvent de la notion controversée mentionnée au début de la vidéo. Les étoiles froides, ce n'est pas qu'une simple expression imagée. De tels objets existent réellement. Mais jusqu'où peut aller la froideur des astres ? Après tout, ce sont avant tout des étoiles. La plage de température standard des naines rouges varie de 300 à 3000 Kelvin, soit de 27 à 2700 degrés Celsius. Oui, vous avez bien entendu ? La limite inférieure de température se situe à plus de 30 degrés et c'est plus froid que votre thé fraîchement infusé. Mais il s'est avéré plus tard que l'information donnée nécessitait des précisions et des corrections importantes. Dès que de tels objets ont commencé à être découverts en masse, les astronomes ont immédiatement commencé à les classer par taille, poids, luminosité et autres caractéristiques. Mais dans cette discussion, nous nous intéressons exclusivement à la classe spectrale des naines brunes ultra-froides T et Y. La dernière n'a été modélisée que récemment et pendant longtemps, elle relevait uniquement de recherches théoriques. Aujourd'hui, 3 lauréats sont à l'ordre du jour. Des naines brunes qui, à différents moments, ont prétendu au titre de l'étoile la plus froide de l'univers. Commençons par le médaillé de bronze. CFBDSIR 1458 plus 10b. C'est ainsi qu'est numérotée dans le catalogue astronomique une naine brune d'environ 6,15 fois la taille de Jupiter découverte en 2010. C'est un télescope installé sur le volcan Mauna Kea à Hawaï qui a aperçu cette étoile faible. L'objet du système stellaire binaire se trouve dans la constellation du Lièvre, à une distance de 104 années-lumière de nous. Sa découverte a suscité perplexité et enthousiasme dans le monde scientifique. Puisque la température de l'étoile a été mesurée à seulement 100 degrés, c'est la température de l'eau bouillante. Pendant presque un an, cette naine brune a conservé le titre de l'étoile la plus faible et la plus froide de l'univers observable.
Mais en 2011, il a perdu ce statut honorifique. WIS 1828 plus 2650. La deuxième place dans notre classement improvisé est occupée par une naine brune de la constellation de la Lyre. La distance au Soleil est d'environ 47 années-lumière. La découverte de cet objet unique a été rendue possible grâce au puissant télescope WISE. La naine brune et WIS 1828 plus 2650 impressionne par son écart de température dont la limite inférieure descend en dessous de zéro, de moins 23 degrés Celsius à plus 127. Une autre étoile en refroidissement partage la médaille d'argent avec cet astre. WIS 1540 et un 2250 situé à près de 18,6 années-lumière de la Terre. Une naine brune de la taille de Jupiter, mais bien plus massive que notre géante gazeuse, affiche une température moyenne de surface d'environ plus 70 degrés Celsius. WIS 0855 0714. À l'heure actuelle, la médaille d'or revient à une naine brune située à 7,3 années-lumière du système solaire dans la constellation de l'Hydre. Une étoile a été découverte en 2014 que certains scientifiques considèrent comme une planète orpheline. Et jusqu'à présent, aucun objet n'a pu contester la première place de WASS 0855 0714. La masse de cet astre est de 10 fois celle de Jupiter, ce qui en fait aussi la naine la plus légère de notre voisinage proche. Son âge est d'environ 10 milliards d'années et sa température effective est de moins 30 degrés Celsius. Dans l'ensemble, la plage de température varie de moins 13 à moins 43 degrés. Les scientifiques continuent d'observer l'objet, ce qui leur a permis de découvrir des détails remarquables. Par exemple, les astronomes de l'Université d'Édimbourg, en étudiant les couches atmosphériques de cette étoile avortée, ont découvert une couche de 100 km avec une température constante allant de 23 à moins 73 degrés Celsius. Selon les spécialistes, une vie organique pourrait très bien émerger à cet endroit. Sans l'observation dans l'infrarouge, ces objets froids et très peu lumineux n'auraient jamais pu être détectés, même avec les télescopes les plus puissants. De plus, au début, lorsque les scientifiques ont découvert la première naine brune, ils l'ont prise pour une étoile très lointaine. Les astronomes n'arrivaient tout simplement pas à croire qu'un astre aussi proche puisse être aussi peu efficace et aussi faible en luminosité. Malgré la faible luminosité de ces étoiles, il existe une hypothèse selon laquelle, dans la zone habitable des naines brunes, il pourrait potentiellement exister des exoplanètes avec des conditions acceptables pour l'apparition de formes de vie simples. Mais ce n'est pas si simple. Le problème réside dans la réduction progressive de la région potentiellement habitable en raison du refroidissement de l'étoile mère. Puisque ces planètes doivent se trouver beaucoup plus près de leur étoile mourante que nous ne le sommes du Soleil, les années y passent en quelques jours seulement. Les astronomes ont aussi estimé combien de temps une planète d'un système de naines brunes peut rester en zone habitable. Elle était comprise entre 4 et 10 milliards d'années. Après avoir regardé le film Premier Contact, je me suis mis à réfléchir au temps. Mais pas au temps non linéaire où nous sommes habituellement, plutôt à d'autres concepts du temps. J'ai donc décidé de m'intéresser à cette question et de chercher des informations sur ce qu'en pense un expert comme Neil deGrasse Tyson à propos des différentes formes du temps, et j'en ai tiré les conclusions suivantes. Neil souligne: avant de devenir relativiste, notre conception du temps était quelque chose comme « nous vivons tous au rythme du même tic-tac de l'horloge ». Une seconde pour toi équivaut à une seconde pour moi. C'est le temps linéaire. Linéaire signifie qu'une intervalle a exactement la même longueur qu'une autre et qu'une suit l'autre. La relativité nous a montré qu'il n'existe pas de chose telle que le temps absolu. Le temps est relatif. C'est pourquoi il peut s'étirer pour moi par rapport à toi. C'est pourquoi le temps a en quelque sorte de nombreuses vitesses parallèles auxquelles il s'écoule selon la position de celui qui mesure, la position de celui qui est en mouvement et dans quels états il se trouve. Et maintenant, réfléchissons aux dimensions. Dans notre temps, nous sommes prisonniers du présent.
où nous nous déplaçons constamment du passé vers le futur, de sorte que nous ne savons rien de l'accès à d'autres points de notre segment temporel. On suppose que tu peux te déplacer sur ton segment de temps avec la même flexibilité que lorsque tu te déplaces à gauche et à droite, en haut et en bas, en avant et en arrière. Il s'agit de la première, de la deuxième et de la troisième dimension, et que le temps est la quatrième. Dans ce cas, tu peux retourner dans ta propre période temporelle. Dans ces états, tu n'es pas mort, tu es en train de mourir tout le temps. Tu ne nais pas, tu es toujours en train de naître. C'est comme si tu étais constamment en train de naître. C'est une autre façon intéressante de penser au temps. Donc, ce que nous ne savons pas, ce sont justement les thèmes abordés dans le film Premier Contact. Si tu rejoins ta propre vie à un autre moment dans le temps, tu devras te demander s'il y a un avantage à connaître ce qui se passera dans le futur. Tu peux revenir du futur dans le passé et peut-être emporter avec toi la connaissance de ce qui va arriver, parce que tu as déjà vécu tout cela. Mais si tu reviens du présent vers le futur, vivras-tu tout ce que tu aurais dû vivre sans déplacement ? Bonne question, non ? Parce que si ta ligne temporelle existe déjà, tu ne peux pas changer ce que tu dois vivre. C'est déjà prédestiné. Mais supposons que tu aies les connaissances et la possibilité de changer cela. Alors, il te faudrait gérer une toute autre ligne temporelle. Et cela deviendrait de plus en plus complexe, comme une structure fractale. Ce qui me fascine dans Terminator, c'est qu'il doit tuer toute personne qui pourrait être la mère de celui qui cause tout ce chaos. C'était ça le truc. Je me demandais pourquoi ne pas revenir un peu plus loin dans le temps. Tu peux revenir plus loin dans le temps ? Il suffit de changer un tout petit détail et tout aurait changé après ça. Ça n'aurait pas été aussi sanglant, mais ça aurait été moins amusant. Mais cela nous amène en fait à un concept intéressant auquel je pense beaucoup ces derniers temps. Par exemple pour Terminator. C'est le paradoxe de la boucle ou le fait qu'il revienne dans le passé est la toute première cause de toutes les actions. Mais qui a revu le film quelque part dans le temps ? Oui, beaucoup diront que c'est un film pour filles, c'est pour ça qu'ils l'ont zappé. Donc, c'était une histoire d'amour romantique et il y avait même Christopher Reeve dedans en fait. Une vieille dame s'approche de lui donne quelque chose comme un médaillon et dit « Elle dit « Retrouve-moi dans le passé » ou quelque chose comme ça, d'accord. Et lui, c'est un jeune homme et il découvre comment aller dans le passé pour la retrouver. La suite. Et maintenant, ils ont le même âge, ils flirtent et il lui offre ce petit médaillon. D'accord ? Maintenant, elle a un médaillon pour le donner dans le futur. C'est ce qu'on appelle la particule de Jean dans les voyages dans le temps. Donc, cette particule n'a jamais été créée. Elle n'a été ni créée ni détruite. Elle n'existe que dans une boucle temporelle. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce considéré comme quelque chose qui, selon nous, devrait ou ne devrait pas exister dans le monde physique auquel, bien sûr, nous nous sommes habitués ? D'où vient-elle au juste ? Est-ce qu'elle existait simplement ? Exactement, elle existait simplement. C'est sa tentative de changer la situation et leur mouvement, et c'est ce qui fait que tout arrive. G.C. Liuzzi. Et ça ne va jamais finir, c'est-à-dire que c'est le même genre de choses que l'exemple que j'ai donné ou que Terminator. C'est une boucle qui ne finit jamais, mais tu n'en sortiras jamais. Mais dans le cas de quelque part dans le temps, où la particule de Jim reste à jamais dans la boucle, les personnages continuent de vivre. Dans Terminator, il y avait des événements qui ont affecté le monde entier. Alors, un autre monde apparaît-il de l'autre côté ? Je suppose que non, parce qu'ils ont affecté le monde entier, parce qu'il est coincé dans une boucle et rien ne continue. Si c'était une vieille dame qui était revenue pour rencontrer quelqu'un, alors le monde continuerait d'exister. Mais ne dirions-nous pas alors ? C'est bien sûr un peu spéculatif, mais si c'est moi, Christopher Reeve, je retourne dans le passé. Cela ne signifie-t-il pas que tout autour de moi devrait changer ? Est-ce qu'ils peuvent être différents ? Sont-ils aussi coincés dans la même boucle que moi ? Ce n'était pas le message du film, mais ça aurait dû l'être. Ce sont des questions auxquelles je veux connaître la réponse. Que peut-on dire du film La Machine à explorer le temps ? Ils ont traité un phénomène intéressant.
Lorsque sa bien-aimée meurt, elle est agressée ou quelque chose comme ça, tuée dans un parc. C'est pour ça que j'ai une machine à voyager dans le temps, je peux réparer ça. Et maintenant, elle va quelque part ailleurs, mais pas sur le lieu du crime, puis elle se fait renverser par une voiture et elle meurt. Il répète ça encore une fois. Elle meurt à chaque fois. Il comprend que certaines choses sont tout simplement inévitables. Mais j'y ai pensé et j'ai dit pourquoi sa mort était plus significative que le vol en lui-même ou autre chose. C'est un événement qui peut être changé. Parce que cela a changé. Le temps pour toutes ces personnes, la vie du voleur a probablement aussi changé. Le conducteur n'est plus le même non plus, juste pour tuer sa bien-aimée. Oui, juste pour tuer une seule personne. La machine à voyager dans le temps, c'est un cas intéressant. J'ai toujours trouvé intéressant de savoir comment fonctionne vraiment une machine à voyager dans le temps. Mais quand il est à l'intérieur, il voit tout défiler à l'extérieur devant lui. Mais je l'ai toujours imaginé du point de vue de celui qui ne fait que passer à côté. Il regarde juste le gars assis, dans la voiture, genre « ok, c'est ennuyeux ». Ou alors, ça se passerait en un instant. Donc, il voyage dans le temps, ce ne sont pas les choses qui passent devant lui. Certains instants, quand il passe à toute vitesse, vous ne les verriez même jamais. C'est-à-dire que cela se produirait tellement vite. C'est mon interprétation. Parce que je pensais que ce serait un endroit précis où il serait comme coincé à cet endroit sur Terre, de façon à ce qu'il ne bouge pas. Mais pour nous, dans la machine à voyager dans le temps, comme il est relatif, on a l'impression qu'il bouge. Ils ne le verront donc pas, c'est ça ? Eh bien, si la planète se déplace vers un endroit complètement différent, tu seras juste au milieu de l'espace. Mais s'il revient exactement 30 ans en arrière, alors la Terre reviendra exactement là où elle était à ce moment-là, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, comme il revient dans le passé, sur une durée plus courte que cet intervalle, il se retrouve au milieu de l'espace. Voici où réside un problème intéressant. Si cette communication tachyonique existe, je pourrais envoyer un message dans le passé. Et toi, tu marches dans le couloir et tu glisses sur une peau de banane. Quand j'ai vu pour la première fois des gens, des personnages de dessins animés, glisser sur une peau de banane, j'ai dit « D'abord, pourquoi cette peau traîne-t-elle simplement là ? Et ensuite, est-ce qu'elles sont vraiment aussi glissantes ?» J'ai commencé à jeter des peaux de banane et à essayer de glisser dessus. Je n'y arrivais pas. Et puis j'ai compris qu'il fallait simplement la poser côté intérieur vers le bas. Mais en la retournant, j'ai dit « Waouh, c'est vraiment glissant !» Mais si tu lances une peau de banane en l'air, elle n'atterrira jamais sur le sol en forme de pieuvre. Donc tu glisses, et je dis « Oh, je vais le prévenir !» et je t'envoie un message 10 secondes avant l'événement. Tu marches dans le couloir et ton téléphone vibre. Tu le sors et il y a écrit « Attention à la peau de banane ». Mais maintenant, tu ne regardes plus où tu mets les pieds et tu glisses pour une autre raison qui, par hasard, est devenue la cause première. Mais c'est intéressant parce que c'est l'effet papillon. En modifiant la ligne du temps, il se peut que nous ne soyons qu'une ondulation dans un autre univers par rapport à celui d'avant. C'est comme les gens qui disent « Si une seule chose n'était pas arrivée à George Washington ou à Napoléon ou à Hitler, alors le monde aurait été différent. » Et je pense d'accord, il me semble que vous surestimez ce moment, ce petit incident. Ils perdent de vue que certaines forces agissent pour orienter la culture, la civilisation dans une direction précise. Elles peuvent être inébranlables face à certains changements que vous pouvez apporter et qui, selon vous, entraîneront une énorme différence dans les conséquences. Si nous n'avions pas découvert la pénicilline par hasard l'année dernière, alors des millions de personnes seraient mortes. Non. Vous savez, Betty Lee aurait découvert la pénicilline un an plus tard, donc vous exagérez ce détail et vous me dites que la civilisation aurait été différente. Je n'y crois pas. La civilisation était bien plus solide que ça, et si Hitler avait été tué dans son enfance, alors, non, probablement pas. Les Allemands étaient prêts à accepter un dirigeant en pleine hystérie. Peut-être que ce sont les conséquences qui ont formé Hitler et non l'inverse. C'est pourquoi vous craignez que l'effet papillon fasse dévier les choses dans cette direction, plutôt que de simplement modifier quelque chose d'insignifiant, mais toujours dans ce même ensemble.
À cause de toutes ces choses dont nous avons parlé, l'effet papillon semble le plus réaliste, même si ce n'est pas quelque chose que nous pouvons vraiment calculer. Mais nous pouvons dire que tout peut arriver. Il y a toujours différents changements qui affectent les gens à travers toute l'histoire ou à travers le présent ou le futur. Et je dirais, ce n'était pas ce papillon-là, c'en était un autre. Un jour, il y avait un titre dans le magazine des résultats irréductibles. C'est celui où des scientifiques qui veulent prendre des congés de leur travail habituel inventent une théorie scientifique complètement folle, qui s'avère totalement stupide, mais qui sera néanmoins approuvée scientifiquement. Et il y avait un titre qui disait « Nous avons filmé un vrai papillon qui a causé des ouragans dans le sud ». Je pense qu'au final, je serai d'accord avec Stephen Hawking que nous découvrirons de nouvelles lois de la physique qui prédiront le voyage dans le passé. Et nous ne savons pas quelle est cette loi, ni pourquoi elle devrait exister. Tout ce que nous pouvons imaginer et qui permettrait cela complique complètement les choses. Vous voyez des protestants dans la rue, vous connaissez leur slogan. Que voulons-nous? Une machine à voyager dans le temps. Quand la voulons-nous? Eh bien, peu importe, n'importe quand ça ira. Donc, vous pouvez soutenir que si la machine à voyager dans le temps est inventée un jour dans le futur, il n'y a aucune preuve qu'elle soit apparue dans notre passé. Mais cela ne devrait pas nous empêcher d'y penser dans des situations amusantes et de parler de la vie, dans cette vie corrigée. C'est être constamment en train de naître, de vivre et de mourir. Je m'installerai vraiment confortablement, et ensuite, la machine montre que votre vie est prédéterminée. Même si son essence est d'être otage du présent, se déplaçant du passé vers le futur, j'ai l'illusion du libre arbitre et je suis heureux de vivre dans cette illusion en sachant que ce n'est pas le cas. Des réflexions sur la machine à voyager dans le temps, quand tout se résume à quelque chose comme la prédétermination ou à des choses qui sont prédestinées sur ce chemin que tu suis. Les voyages dans le temps donnent l'impression que tout est prédéterminé. Et il n'y a aucun moyen de s'écarter du chemin tracé. Tout ce que tu fais a déjà eu lieu. Si je monte dans la machine à voyager dans le temps, tout m'a en réalité mené à ce moment. Alors mon moi du passé ira dans la machine à voyager dans le temps et cela se produira à l'infini. Imaginez que la NASA annonce avoir découvert une forme de vie extraterrestre, des bactéries martiennes, des baleines bleues sur Europe ou les ruines d'une ancienne civilisation. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Non. Peut-être que ces nouvelles signifient que la fin de l'humanité est pratiquement inévitable et qu'elle pourrait être très proche. Pourquoi donc? Et pourquoi la découverte la plus incroyable de l'histoire de l'humanité pourrait-elle être aussi terrible? Au moment où vous savourez un café parfumé et ouvrez YouTube pour regarder une nouvelle vidéo instructive sur la chaîne Hubble, il est tout à fait possible que le grand filtre soit déjà quelque part tout près. En contemplant le vide scintillant de l'horizon nocturne, vous vous posez des questions. Selon les estimations les plus modestes des scientifiques, pour chaque grain de sable sur les plages de la Terre, il y a 500 milliards d'étoiles semblables au Soleil et environ 100 milliards de planètes semblables à la Terre. Pensez-y, même sans vous prélasser sur le rivage de l'océan. Même si la vie s'est développée sur une seule planète et que sur l'un de ces corps célestes elle atteint un niveau d'intelligence, alors 10 millions de milliards de civilisations avancées devraient nous entourer dans l'univers. C'est sûrement difficile à imaginer pour vous en ce moment. Ai-je raison? Dans la Voie lactée, il y en aurait environ 100 000, dont beaucoup ont plusieurs milliards d'années de plus que nous. Pour les humains actuels, de tels mondes seraient tout aussi incompréhensibles que la civilisation du XXIe siècle pour des chevaliers médiévaux. Supposons qu'au moins l'un de ces mondes ait atteint le 3e niveau sur l'échelle de Kardashev. Une civilisation aurait pu lancer une expédition avec un vaisseau sans pilote autorépliquant qui, même à une vitesse bien inférieure à celle de la lumière, aurait colonisé la galaxie en 4 millions d'années. Quand on parle d'1 milliard d'années, il s'agit de secondes. En prenant conscience de cette information, il est étrange d'entendre un silence total dans les ondes captées par les radiotélescopes. Où sont-ils tous? Sommes-nous vraiment seuls à cette fête de la vie? Et quel est le rapport avec le grand filtre? Allons-y étape par étape. Des questions. Elles sont à l'origine du célèbre paradoxe de Fermi.
La discussion actuelle de ce problème par les scientifiques évoque les efforts passés pour déterminer la forme de la Terre, comprendre le système solaire et se demander si le métal attire la foudre. C'est quasiment le même niveau de primitivité. Voyons le développement de la vie sur une planète comme un escalier. La première étape correspond aux réactions chimiques ayant permis l'apparition des cellules vivantes. La deuxième étape est le développement d'organismes à organisation plus complexe et à diversité d'espèces accrues. La troisième marche marque l'apparition d'un être à l'intelligence en développement, devenu progressivement l'espèce dominante. Encore quelques marches plus haut et cet être a désiré quitter la planète qui l'avait nourri. C'est précisément à ce stade que nous nous trouvons actuellement. Quelle est la prochaine étape du développement de la civilisation? La réponse est logique. La colonisation du système solaire et la progression au-delà. Le résultat de ce processus est d'atteindre le niveau d'une civilisation galactique. Il est tout à fait possible que cet algorithme soit universel. Mais alors, pourquoi ne voit-on ni n'entend-on personne? Il est fort probable qu'il existe un obstacle sérieux qui rend la transformation en une civilisation de ce type extrêmement problématique. Le grand filtre, c'est ce qui, selon Robert Hanson, détruit toute forme de vie qui le rencontre. Dans notre cas, il y a deux options. Soit nous avons déjà franchi un obstacle quasi insurmontable, soit le grand filtre nous attend encore. Dans le premier cas, nous sommes une civilisation exceptionnellement chanceuse, une exception à la règle universelle. Dans le second, nous sommes condamnés à une disparition inévitable. La probabilité du dernier scénario augmente d'autant plus si l'évolution a été facile auparavant. Quel aurait pu être le grand filtre pour l'humanité ? C'est peut-être simplement l'apparition de la vie. En fait, l'apparition du vivant à partir de l'inerte est un phénomène extraordinaire. La deuxième épreuve est la complexification de la vie cellulaire en organismes complexes. À cette étape, un événement très inhabituel s'est produit et, autant que nous le sachions, cela n'est arrivé qu'une seule fois. Une cellule primitive prédatrice a englouti une autre cellule, mais au lieu de la digérer, elle a conclu une alliance avec elle. Ainsi, elle a pu interagir avec l'environnement extérieur. Cette alliance fortuite de cellules a conduit à l'apparition de lions majestueux, d'oiseaux au plumage éclatant, d'humains lisant des romans avec passion et rêvant de lointains espaces cosmiques. L'intelligence est notre bonheur et notre malheur. Grâce à elle, l'humanité a parcouru en 200 000 ans un chemin semé d'embûches, du bâton à fouir à l'ordinateur. Mais le cerveau coûte cher à l'organisme en raison de sa forte consommation d'énergie. Le fait que l'évolution n'ait fait une percée qu'une seule fois, permettant à l'homme de dépasser considérablement les autres espèces, peut également être cette épreuve décisive. Réfléchissez-y, chaque animal sur la planète est composé de telles cellules. Il est possible qu'il existe des milliards de planètes couvertes de bactéries dans la Voie lactée, mais notre niveau d'intelligence n'a été atteint sur aucune de ces planètes, à l'exception de la nôtre. Mais que se passerait-il si le grand filtre nous attendait encore ? Dans ce cas, cela signifie que l'obstacle sera sans commune mesure avec ceux que nous avons déjà franchis et, à en juger par le silence total des radiotélescopes de recherche, personne n'a réussi à le surmonter. Ce n'est pas une grande catastrophe, car après celle-ci, une récupération est possible, même si l'humanité est ramenée des siècles en arrière. C'est quelque chose de bien plus dangereux et bien plus mortel. Ce qui attriste le plus, c'est l'idée que dès qu'une espèce commence à développer une civilisation intergalactique, elle est condamnée. Les scientifiques privilégient l'autodestruction. Une civilisation avancée peut le faire de nombreuses façons. Une guerre nucléaire mondiale, des technologies devenues incontrôlables, la nanosphère, le génie génétique, la médecine, la création d'un super microbe indestructible, la cybernétique, l'intelligence artificielle qui tue ses créateurs. Une expérience scientifique ratée qui pourrait détruire la couche atmosphérique. Toute espèce ayant atteint un niveau élevé, très probablement, involontairement, rendra la planète inhabitable dans 100 cas sur 100. Espérons que nous n'aurons pas à vivre de telles aventures. Et pourtant, si le filtre est devant nous, nous avons très peu de chance. C'est pourquoi découvrir la vie extraterrestre pourrait être un événement terrible. Plus la vie est répandue dans l'univers et plus elle est développée et complexe, plus il est probable que le grand filtre soit devant nous. Les bactéries sont une mauvaise nouvelle, les petits animaux encore pire. La vie intelligente, c'est une raison de paniquer. Les ruines des anciennes civilisations extraterrestres sont terrifiantes. Le meilleur scénario pour nous en ce moment, c'est que Mars soit stérile,
que les océans d'Europe soient dépourvus de vie et que les vastes bras de la Voie lactée ne cachent que des océans vides baignant des continents morts. Quelle est la probabilité de trouver une forme de vie similaire à la nôtre ailleurs que sur Terre? Mais cela dépend du nombre de planètes qui gravitent dans la zone habitable autour de leur étoile, là où l'eau peut exister à l'état liquide. Comme les étoiles peuvent avoir des tailles et des compositions différentes, la zone habitable varie dans chaque système stellaire et il faut donc des calculs précis pour déterminer où elle se trouve. Donc, à ce stade, en vérité, l'absence de nouvelles est la meilleure nouvelle pour les terriens. Voilà, c'est à peu près tout en bref. Nous sommes très heureux que vous soyez joyeux, que vous aimiez et que vous découvriez de nouvelles choses. La chaîne Hubble sera ravie de vous y aider. Et pour cela, il vous suffit de mettre un énorme like sous cette vidéo, d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'attendre le prochain épisode. Il arrive très bientôt. Vraiment très bientôt. Aux confins du système solaire, un objet tourne en orbite portant le nom de la déesse grecque de la discorde. Ce nom semblait prophétique car les débats autour de cet astre ne cessent depuis de nombreuses années. Eris est considéré comme l'objet qui a provoqué l'exclusion précipitée de Pluton du rang des planètes. Comment l'intrigue d'une telle ampleur cosmique s'est-elle développée? Hubble. 136 199 Eris a été découverte le soir du 5 janvier 2005. Les noms des astronomes qui ont vu pour la première fois sa lueur rougeâtre, David Robinovitz, Michael Brown et Chadwick Trujillo. Vous vous demandez peut-être ce qu'il y a de remarquable ici. Chaque jour, de nombreux nouveaux objets sont découverts. Et vous auriez tort. Ici, c'est un cas particulier. Un corps céleste de cette taille n'avait pas été découvert dans le système solaire depuis Pluton. Deuxièmement, à l'heure actuelle, c'est la planète naine la plus massive et la plus éloignée découverte à une distance relativement proche de notre étoile. Après sa découverte, les astronomes ont été entraînés sans le réaliser dans un débat sur le statut planétaire d'Eris et sa place comme 10e planète. La question a été résolue de manière inattendue lors d'une réunion de l'Assemblée de l'Union astronomique internationale qui s'est tenue à Prague en 2006. C'est lors de cette réunion, le 24 août, qu'a été adoptée une définition précisée permettant d'identifier un objet comme une planète ou de le rayer complètement de cette liste. Après cette assemblée historique, c'est exactement ce qui est arrivé à Pluton. Eris a involontairement contribué à la mise en œuvre d'une décision débattue depuis longtemps. Désormais, les deux corps sont classés comme des planètes naines. Après cela, les débats autour de la déesse provocatrice ne se sont pas calmés, mais se sont même intensifiés. Puisque les scientifiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord, comment nommer l'objet nouvellement découvert? Outre Xena, son nom initial, les options suivantes ont été proposées. Perséphone, Proserpine, Leila et même Ymir, le nom du géant mythologique scandinave. Les deux premiers noms ont été rejetés immédiatement, car déjà attribués à des astéroïdes. Le nom Eris a finalement été adopté, bien que, selon la tradition, le nom Perséphone, issu de la mythologie grecque, soit réservé aux planètes traditionnelles du système solaire. Mais dans ce cas, les scientifiques ont décidé de s'écarter de l'algorithme habituel. Nous vous proposons de laisser de côté les débats scientifiques et de regarder de plus près ce monde lointain. La planète naine se trouve en moyenne à 68 unités astronomiques du Soleil, cela représente environ 10 milliards de kilomètres. Mais compte tenu de son orbite très allongée, on peut observer un phénomène inhabituel. À l'aphélie, Eris s'éloigne au maximum de son étoile parente à près de 97,6 unités astronomiques, soit 14,6 milliards de kilomètres, et au périhélie, elle s'approche à 38,5 unités astronomiques, soit 5,7 milliards de kilomètres. La dernière fois qu'Eris s'est trouvée près de nous, c'était en 1977. En 2012, la planète se trouvait à 96 milliards de kilomètres du Soleil et, à l'heure actuelle, elle continue de s'approcher de notre étoile. Actuellement, la lumière du Soleil doit voyager pendant 12 heures pour réchauffer timidement la surface de ce corps céleste divin. Eris atteindra le point le plus proche du Soleil sur son orbite en 2258. Dans l'ensemble, son trajet autour de notre étoile dure 5 longs siècles, plus une cinquantaine d'années supplémentaires. De quoi s'agit-il exactement? Le principal problème des astronomes fut leur tentative ratée de peser et mesurer cette planète capricieuse.
Eris se trouve très loin et les données sur le diamètre de la planète naine différaient, selon les sources, de 2400 à 2600 km. Finalement, le 6 novembre 2010, les mesures indirectes les plus précises ont été effectuées, donnant un diamètre de 2326 km. Eris est donc un peu plus petite que Pluton. Son diamètre varie traditionnellement entre 2370 et 2390 km. Ces données seront sûrement corrigées plusieurs fois, seul le temps révélera le vrai champion par la taille. En ce qui concerne la masse d'Eris, elle a été déterminée de manière relativement précise. La masse de la planète est légèrement supérieure à celle de sa lointaine voisine Pluton, 1,67 fois 10 puissance 22 kg. La controverse suivante autour de cette planète agitée concernait la durée de sa journée. Si les scientifiques ont fixé sa révolution autour du Soleil à 561 ans, il leur a longtemps été difficile de s'accorder sur la durée du jour sur Eris. Au départ, on pensait que sa journée durait 8 heures. Un an plus tard, les astronomes ont changé d'avis et ont porté leur durée à 5 jours terrestres. Les dernières données ont fixé ce chiffre à 26 heures. Autrement dit, le jour et la nuit sur Eris ne durent que 2 heures de plus que sur Terre. 2 heures de plus que sur Terre. Quel temps fait-il sur la planète lointaine? Comme on pouvait s'y attendre, il y fait un froid infernal. À l'aphélie, la température atteint moins 254 degrés Celsius, ce qui s'approche du zéro absolu. Mais plus Eris s'approche du Soleil, plus les conditions deviennent confortables. On ne peut qualifier ces conditions d'acceptables que pour les extrémophiles, et encore, le terme est exagéré. Mais tout de même, au point de rapprochement maximal avec notre étoile, la température sur la planète montera jusqu'à moins 230 degrés Celsius. Eris est un corps glacé, recouvert de roches, de neige de méthane et de glace d'éthylène. Au périhélie, la planète naine forme une couche atmosphérique temporaire provoquée par la liquéfaction des gaz gelés. Cela indique qu'avec une certaine prudence, on peut supposer la présence de changements météorologiques là-bas. On a calculé qu'une atmosphère brumeuse de méthane enveloppera Eris dans 2 siècles et demi. Il y a une autre nouvelle concernant ce mystérieux corps céleste. Il est possible qu'un immense océan interne se trouve sous sa surface. Certains astronomes tirent cette conclusion d'après la désintégration radioactive. La planète ne tourne pas seule. Elle possède un satellite situé à une distance de 37 000 km, nommé d'après la fille de la déesse grecque de la discorde d'Isnomie. Eris est-elle seule dans son statut de planète naine? Oh non. Dans le système solaire, il y a aujourd'hui de nombreux candidats pour ce statut. L'Union astronomique internationale a reconnu, en plus d'Eris, Cérès, Pluton, Oméa et Makemake comme tels. Mais on suppose qu'il existe plusieurs fois plus d'objets similaires. C'est dommage, nous ne pourrons plus voir quand Eris sera au plus près du Soleil. Mais en 2032, il est prévu de lancer une sonde automatique, une station qui, après un quart de siècle, pourra atteindre les environs de la planète naine et l'humanité la regardera à travers les yeux de la sonde. Il ne reste plus très longtemps. Armons-nous de patience et attendons. Peut-on imaginer l'infini? L'homme a tendance à imaginer vivement ce qui peut être comparé à quelque chose qu'il a déjà vu. On peut par exemple comparer la hauteur des montagnes à celle des gratte-ciel et des tours. Quant aux caractéristiques de couleur des objets, désignés par des adjectifs comme cerise, lilas, aubergine, l'esprit les associe automatiquement aux fruits et légumes mentionnés. En un mot, le principe est clair. Alors, répétons la question, peut-on imaginer l'infini? La réponse est banale. La conscience humaine n'en est pas capable, en tout cas, pas complètement. L'un des objets réellement existants illustrant le plus clairement l'infini est sans doute le lieu où se trouve tout ce qui existe, l'univers. Mais peut-être qu'elle est tout de même finie. Ne nous précipitons pas pour répondre et commençons par les bases. Les bases, en fait, la Terre, le système solaire, la Voie lactée, des millions d'autres galaxies, et bien sûr, nous-mêmes, habitons à l'épicentre d'une onde de choc explosive qui dure depuis près de 14 milliards d'années
D'après les observations du rayonnement électromagnétique émis par les galaxies lointaines et proches, les astronomes sont depuis longtemps convaincus que les objets visibles s'éloignent inexorablement les uns des autres. Peu importe dans quelle partie de l'univers se trouve l'observateur, l'effet est toujours le même. Partout, la toile d'étoiles semblera s'éloigner de lui dans toutes les directions, comme une fissure sur un pare-brise brisé. Y a-t-il une limite à l'expansion de cette incroyable bulle qu'on appelle l'univers ? C'est possible. Mais prêtez attention au point suivant. Nous voyons les objets grâce à la lumière qu'ils émettent. Autrement dit, les astronomes terrestres ne peuvent observer que les étoiles de la galaxie dont la lumière a eu le temps de nous parvenir. Et maintenant, réfléchissez-y. Si l'univers était fini et pas trop grand, nous verrions non seulement la lumière dirigée directement vers nous, mais aussi les rayons qui, ayant fait le tour de l'univers, seraient revenus en arrière. En d'autres termes, nous observerions des images dupliquées des mêmes objets. D'ailleurs, les analogies utilisées pour expliquer l'expansion de l'univers sont celles qui induisent le plus l'humanité en erreur. Par exemple, pour mieux comprendre, on compare souvent le macrocosme à un gâteau à la levure dans lequel les raisins secs, représentant les galaxies, s'éloignent les uns des autres à chaque instant. Ou encore à des fourmis qui se dispersent rapidement dans toutes les directions à la surface d'un ballon de plage qui se gonfle. Ces images conduisent à des associations subconscientes selon lesquelles l'univers est une énorme sphère sans bord clairement définie. Mais néanmoins, son espace possède un certain volume, et au final, il est fini. Le seul avantage que donnent de telles analogies, c'est la compréhension d'une vérité simple. Le macrocosme est un tapis spatial sur lequel les objets reposent de manière relativement immobile. Ainsi, ce n'est pas les galaxies qui bougent, mais l'espace lui-même. C'est lui qui s'étend continuellement. Regardons la question sous un autre angle. Si nous ne pouvons pas imaginer quelque chose, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Le néant existe. Supposons que l'univers ait quand même des frontières. Et qu'y a-t-il au-delà de ces frontières ? Le vide ? La fumée blanche de la maison silencieuse ? L'univers voisin ? Il faut admettre que ces questions continueront longtemps, voire toujours, à tourmenter l'esprit des penseurs et des citoyens. Des idées similaires ont aussi traversé l'esprit des sages de l'Antiquité. Par exemple, Lucrèce, dans son célèbre ouvrage sur la nature des choses, s'est exprimé sans équivoque sur l'infinité de l'univers, considérant cela comme un fait évident, ne nécessitant aucune preuve. Mais au diable la philosophie. Qu'en dit l'astronomie à ce sujet ? Du point de vue de la science moderne, la finitude de l'univers dépend du paramètre de densité critique de la répartition de la matière. Ce paramètre est fixé à 1/10 de la masse d'un proton par centimètre cube de matière. Si la densité dépasse le seuil critique, alors, en se basant sur les postulats de la théorie de la relativité, on peut conclure que l'univers était fini. Cet indicateur démontre la fermeture de l'espace sur lui-même. Dans le cas contraire, lorsque la densité moyenne de la matière est inférieure à la densité critique, on parle de l'infinité du macrocosme. Cette théorie est magnifique, mais quelles sont les observations réelles des astronomes ? Vous allez rire, mais la densité de la matière dans l'univers est actuellement pratiquement égale à la densité critique. Autrement dit, la question de le caractère limité de l'espace de notre maison commune reste toujours ouverte. Et ici, il y a deux options. Soit les calculs sont fondamentalement erronés à cause d'un manque d'information, soit l'existence se moque ouvertement de nous. Plus nous scrutons les profondeurs du cosmos, plus nous observons des couches anciennes de l'univers. Le télescope Hubble a capturé la région la plus lointaine de l'univers. Après avoir analysé l'image, les scientifiques ont découvert que les galaxies dans cette région antique sont très jeunes. Logiquement, en regardant encore plus loin, on pourrait voir les premières étoiles et les nuages de gaz. Et après, des atomes neutres, du plasma ionisé, des protons libres et le ciel, des neutrons. En se demandant ce qu'il y avait encore avant, l'observateur aurait vu des fragments spontanés d'antimatière et de matière, des gluons et des quarks dispersés. On ne peut pas aller plus loin. Devant nous se trouve une brique cosmique sous la forme d'un point de singularité brûlant infiniment. Mais tout de même,
Si les archéologues de l'espace, par un effort incroyable, soulevaient le voile du temps, alors quelques millisecondes avant le Big Bang, ils verrèrent l'espace se tordre convulsivement, s'étendant à une vitesse fulgurante. Où sont passées les civilisations extraterrestres? Pourquoi l'univers reste-t-il silencieux? Où sont-ils tous? C'est exactement ainsi que s'exclament de façon hystérique les scientifiques du monde entier, tandis que les ufologues rient discrètement dans leur coin. Ils communiquent chaque jour avec des humanoïdes. Sérieusement, notre planète est vraiment enveloppée d'un étrange silence. Personne n'a jamais essayé de nous contacter, ni même de nous faire un signe de son existence. Sommes-nous à ce point inintéressants pour les civilisations extraterrestres? Mettons de côté nos complexes et passons à la terminologie. Qu'est-ce qu'une civilisation extraterrestre? Ce sont des communautés intelligentes qui se développent hors de notre planète. Leur existence n'est pas prouvée, mais reste probable statistiquement. Grâce à l'œil omniscient de Kepler, il a été établi que plus d'un demi-million de planètes, rien que dans les limites de la Voie lactée, pourraient être habitables. La question qui se pose est celle d'Enrico Fermi. Mais alors, où sont-ils tous? Sommes-nous vraiment si uniques? Le paradoxe de Fermi a plusieurs interprétations possibles. Nous vous présentons le top 8 des raisons qui expliquent ce silence étrange et inquiétant pour les terriens, le strict minimum. Commençons par le plus simple. Les civilisations extraterrestres existent, mais sont bien moins nombreuses qu'on ne le pense. En raison des distances cosmiques colossales, nous ne pouvons ni nous appeler ni nous rencontrer. Supposons qu'il n'y en ait pas des millions, mais des centaines. Il faut restreindre la période de recherche à, disons, 1000 ans. Nous signalons notre existence depuis un siècle. Il faut aussi tenir compte de la baisse automatique de la puissance des signaux radio. Il devient évident que, dans l'immensité infinie de l'univers, les âmes sœurs ne sont pas destinées à se rencontrer. En tout cas, pas dans cette vie. On estime qu'environ 200 civilisations pourraient évoluer discrètement côte à côte dans la Voie lactée. Filtrage strict. La théorie du grand filtre a été formulée en 1996. Son auteur, Robin Hanson, a formulé cette hypothèse spécialement pour expliquer le paradoxe de Fermi. Les casaniers, qui préfèrent une planète confortable aux vastes étendues de l'univers, sont une écrasante majorité. D'ailleurs, dans cette catégorie, nous inclurons aussi la vie sous des formes primitives, qui, en principe, sont incapables d'entrer en contact. Les hackers avancés contre les débutants. Cette option est l'inverse des précédentes. Nous sommes si en retard dans notre développement que les races extraterrestres ne veulent pas entrer en contact avec nous car elles n'y gagneraient rien. Nos moyens de communication, nos principes moraux et nos technologies sont dépassés et archaïques. Ne parlez jamais avec les personnages. Si l'on suppose qu'une civilisation ultra développée a créé un univers simulé pour se divertir ou pour d'autres raisons, on peut alors affirmer en toute tranquillité « La réalité n'est rien d'autre qu'une illusion ». Ne vous précipitez pas pour arrêter de regarder, une telle explication du paradoxe de Fermi n'est pas dénuée de sens. Ces idées ont déjà été exprimées par Platon et Aristote, qui n'étaient pas stupides, si vous voyez ce que je veux dire. Selon les scientifiques contemporains, il peut exister de nombreux scénarios de simulation, mais le principe fondamental de tout jeu vidéo est d'accumuler des richesses et d'atteindre le plus grand confort possible. Autrement dit, tout repose sur l'égoïsme, pas sur la compassion. Voici les recommandations de Robin Hanson pour ceux convaincus de vivre dans une simulation. Demande aux Illuminati. Cette explication séduira les amateurs de théorie du complot, persuadés que nous sommes dirigés par les francs-maçons ou les Illuminati. Alors, visez plus haut. Ils ne sont pas seuls, mais sont régulièrement en contact avec des civilisations avancées pour recevoir des instructions des dirigeants de la Confédération intergalactique, mais l'existence de ce contact est soigneusement cachée aux simples mortels. Des observateurs indépendants. D'autres civilisations pourraient nous voir sans chercher à nous contacter. Pourquoi ? Par crainte qu'il faille partager des ressources qui sont déjà rares dans l'univers. Ils pourraient aussi se camoufler de diverses façons pour éviter toute attention indésirable. C'est pourquoi l'autopromotion insistante de l'humanité dans l'espace n'est pas sans danger, comme Stephen Hawking l'avait averti. Où est passé le lapin ? Dommage que l'humanité ne soit pas capable,
comme Alice du conte de Carroll, de regarder jusqu'au fond des enfers, au cœur d'un trou noir. Peut-être que c'est là que nous trouverons la réponse à notre question. Où sont-ils tous ? Les scientifiques ont prouvé qu'à l'intérieur des trous noirs particulièrement massifs, il pourrait exister un endroit où l'espace est indiscernable du nôtre, ce qui signifie que des planètes pourraient y exister tournant autour du centre de la singularité sur des orbites complexes et fermées comme autour du Soleil. Et enfin, pour continuer sur le thème de la singularité, on peut supposer qu'une intelligence extraterrestre a depuis longtemps atteint un niveau de progrès technologique si élevé qu'elle s'est noyée dans l'infini d'un développement continu et a perdu tout intérêt pour ce qui se passe autour d'elle. En d'autres termes, elle s'est auto-isolée. Cela peut se produire après l'apparition d'une intelligence artificielle surpuissante ou une augmentation soudaine et spectaculaire des ressources du cerveau humain grâce aux biotechnologies. Existe-t-il des limites que nous ne pourrons jamais franchir ? Existe-t-il des endroits que nous ne pourrons jamais visiter, quoi que nous fassions ? Il s'avère qu'elles existent. Même si nous pouvions voyager à bord de vaisseaux spatiaux, nous resterions tout de même confinés sur notre petite île dans l'univers. Comment est-ce possible ? Et jusqu'où pouvons-nous voyager ? Nous vivons dans une région assez calme de la Voie lactée, une galaxie qui s'étend sur 100 000 années-lumière. Elle est composée de milliards d'étoiles, de nuages de poussière stellaire, de matière noire, de trous noirs et de planètes. Au centre de cette galaxie se trouve un trou noir supermassif. Avec le niveau actuel de la science, un voyage vers les étoiles les plus proches prendrait des millénaires, ce qui montre que notre galaxie est d'une taille impressionnante. Mais la Voie lactée n'est pas seule. Avec la galaxie d'Andromède et les galaxies naines, nous faisons partie du groupe local. Cette région de l'univers a un diamètre de 10 millions d'années-lumière et ce n'est qu'un des centaines de groupes galactiques dans le superamas Laniakea, qui lui-même est l'un des millions de superamas dans l'univers. Alors, supposons que dans le futur, l'humanité ne s'autodétruira pas et ne sera pas exterminée par des extraterrestres et qu'elle sera capable de développer un transport intergalactique selon les connaissances actuelles en physique. Jusqu'où l'homme pourra-t-il aller dans ce cas ? Théoriquement, nous pourrons atteindre les limites du groupe local. Mais ce groupe ne représente qu'un milliardième de % de l'univers observable. Réfléchissez seulement à ce chiffre. Nous sommes limités à un territoire représentant un milliardième de %. L'idée même qu'il existe une limite pour nous et qu'il y a un espace aussi immense autour de nous que nous ne pourrons jamais visiter est un peu effrayante. Pourquoi ne pouvons-nous pas franchir ces limites ? Ceci est dû aux particularités du vide. L'espace libre de l'univers n'est pas du tout vide. Il possède une énergie qui lui est propre. À petite échelle, il se produit des interactions constantes entre les particules et les antiparticules qui naissent et s'annihilent sans cesse. Maintenant, remontons le temps de 13,8 milliards d'années, à l'époque où la matière de l'univers n'était qu'un vide total juste après le Big Bang. L'univers observable s'est étendu de la taille d'un pois à des billions de kilomètres en une fraction de seconde. Cette expansion soudaine de l'univers a été si rapide que toutes les fluctuations quantiques se sont également étendues et toutes les distances subatomiques sont devenues galactiques. Après l'expansion, la gravité a commencé à attirer les régions les unes vers les autres. Avec le temps, les régions les plus denses de l'univers se sont regroupées en groupes de galaxies comme le nôtre. Et seuls les objets du groupe local sont liés par cette gravité. Mais pourquoi ne pouvons-nous tout simplement pas atteindre l'île galactique voisine ? Toute la complexité est cachée par la matière noire. Il y a environ 6 milliards d'années, l'énergie noire a tout envahi. Elle est la cause invisible et l'accélérateur de l'expansion de l'univers. Et la science ne sait pas encore ce qui est à l'origine de l'énergie noire, mais nous pouvons certainement observer son effet. Il y a de nombreux objets différents autour de notre galaxie, mais tous ces objets ne sont en rien liés à notre groupe local. C'est pourquoi, plus l'univers s'étend, plus les autres îlots s'éloignent de nous, en s'éloignant toujours davantage. L'énergie noire éloigne de nous l'ensemble de l'univers. Bientôt, les autres groupes nous seront inaccessibles. Déjà aujourd'hui, le groupe de galaxies le plus proche se trouve à des millions d'années-lumière de nous.
et tous s'éloignent à une telle vitesse que nous ne pourrons jamais les rattraper. Pendant que nous nous éloignerons, le groupe local resserrera ses frontières et finira par se transformer en une immense galaxie elliptique appelée la Voie lactée d'Andromède. Et cela se produira dans seulement quelques millions d'années. Un jour, les galaxies hors de notre groupe local s'éloigneront tant qu'elles deviendront invisibles. Et certains photons qui parviendront tout de même jusqu'à nous seront tellement déformés qu'il sera impossible de les reconnaître. L'univers disparaîtra de notre champ de vision. Et dans toutes les directions, nous ne pourrons voir qu'une obscurité infinie. Les gens du lointain futur penseront qu'il n'existe rien d'autre qu'eux et leur galaxie. Ils ne verront que le vide infini et les ténèbres. Ces gens penseront que l'univers est statique et qu'il ne s'y passe aucun événement. Ils ne verront pas les radiations cosmiques et ne sauront rien du Big Bang. Ils n'auront tout simplement pas nos possibilités actuelles. La Voie lactée Andromède sera une île dans l'obscurité, lentement engloutie par les ténèbres. Et pourtant, le groupe local comprend des billions d'étoiles. L'étude de notre galaxie pourrait prendre encore plusieurs milliards d'années, et cela suffirait à notre civilisation. De plus en plus souvent, des informations sur une mystérieuse planète X apparaissent sur Internet. C'est ainsi qu'on appelle la planète Nibiru qui, selon les prévisions, devrait entrer en collision avec la Terre, provoquant ainsi la fin du monde. Le scénario, comme on le sait, n'est pas inédit. On a déjà prédit une catastrophe à plusieurs reprises. La dernière fois, une telle hypothèse a été avancée en août 2018. Heureusement, comme vous le voyez, cela ne s'est pas produit. Actuellement, on n'observe pas de collision planétaire, bien que les scientifiques estiment que ce phénomène était très répandu il y a plusieurs millions d'années. Les collisions planétaires ont longtemps influencé le système solaire et les planètes au-delà. On suppose qu'Uranus a été victime d'une collision majeure. Il y a des millions d'années, un objet ayant au moins 2 fois la masse de la Terre est entré en collision violente avec le jeune Uranus. Selon les chercheurs, la collision catastrophique a été si puissante qu'elle a provoqué un important déplacement de l'axe d'Uranus. Cette théorie explique pourquoi la planète possède une inclinaison axiale de près de 98 degrés, ce qui est assez spectaculaire comparé aux autres planètes du système solaire. Heureusement, Uranus a gardé la plupart de son atmosphère, toujours étudiée par les scientifiques. Mais toutes les masses planétaires ne survivent pas à de telles collisions. On suppose que la Terre se trouve au centre d'une collision catastrophique qui détruira la planète. L'hypothèse des impacts géants suppose qu'un objet de la taille de Mars s'est dirigé vers la Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Heureusement, il a percuté notre protoplanète et s'est désintégré en fragments. Selon la théorie, tous les fragments et débris issus de cette collision se sont placés en orbite terrestre et, après des millions d'années, ont formé la Lune. D'après les premières estimations des experts, ce processus a eu lieu il y a longtemps. Il existe des exemples de collisions planétaires qui se sont produites bien plus tôt. Selon les scientifiques, au cours des derniers milliers d'années, 2 planètes en orbite autour d'une jeune étoile ont été impliquées dans une collision catastrophique. À la suite de la collision, la plus petite planète s'est désintégrée en fragments sous forme de roches vaporisées et de métaux qui se sont dispersés dans l'espace. Cet impact s'est donc produit relativement récemment à l'échelle cosmique. Certains débris sont encore présents dans l'espace, ce qui a été confirmé par des données recueillies en 2009 par le télescope spatial Spitzer de la NASA. Le télescope a permis de détecter des traces de monoxyde de silicium gazeux issus de l'évaporation de la croûte planétaire. Selon les scientifiques, cette découverte permet de soutenir l'hypothèse de l'impact géant. L'histoire va-t-elle se répéter? Une planète pourrait-elle entrer en collision avec la Terre un jour? Les scientifiques jugent cela improbable. Comme cela n'est pas arrivé lors des collisions planétaires fréquentes, cela ne devrait pas se produire aujourd'hui, alors que le système solaire est stable. Les astronomes affirment que, grâce aux technologies modernes et à des équipements puissants, ils peuvent détecter d'éventuelles collisions plusieurs décennies avant l'impact. Il sera donc possible d'éviter la catastrophe. Ainsi, on peut affirmer avec certitude que l'humanité n'a pas à s'inquiéter à l'idée que la planète X mette fin à notre existence. Mais pas dans les prochaines décennies. Et si l'État couvrait vos frais de subsistance, continueriez-vous à travailler?
Ou retourneriez-vous aux études? Arrêteriez-vous totalement de travailler? Alors, que ferez-vous? Ce principe s'appelle le revenu de base universel, ou RBU, et c'est tout simplement la stratégie sociale la plus ambitieuse de notre époque. En 2017, l'idée du revenu de base prend de l'ampleur partout dans le monde. Les premiers programmes pilotes sont lancés et de plus en plus de pays envisagent le revenu de base universel comme alternative aux aides sociales. Comment cela va-t-il fonctionner? Et quels sont les principaux arguments pour et contre? Pour l'instant, les gens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce qu'est le revenu de base ou sur ce qu'il devrait devenir. Certains souhaitent l'utiliser pour supprimer les aides sociales et réduire la bureaucratie. D'autres veulent l'ajouter à l'ensemble déjà existant des programmes sociaux. Ou même qu'il soit si élevé qu'il ne soit plus nécessaire de travailler du tout. Quel revenu serait suffisant pour rester au-dessus du seuil de pauvreté? Pour la Russie, cela représente environ 20 000 roubles par mois ou 240 000 roubles par an. Cet argent ne sera pas imposable et vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Dans ce scénario, le revenu de base universel permet de redistribuer les richesses tout en préservant un marché libre. Que se passera-t-il si nous donnons l'argent et que les gens le dépensent en alcool et cessent de travailler? En 2013, la Banque mondiale a mené une étude portant précisément sur ce point. Les personnes pauvres dépenseraient-elles l'argent reçu en alcool ou en produits du tabac? La réponse est simple. Non, c'est tout le contraire. D'autres études ont montré que plus une personne devient riche, plus elle consomme d'alcool et de drogue. Le pauvre paresseux et ivrogne est plutôt un stéréotype qu'une réalité. Qu'en est-il de la paresse? Si la paresse et la dépendance ne posent pas vraiment problème, pourquoi les allocations sociales ne règlent-elles pas la pauvreté? Les programmes de soutien aux personnes à faible revenu et aux chômeurs comportent généralement de nombreuses conditions, comme suivre des formations, déposer un certain nombre de candidatures ou accepter toute offre d'emploi. Peu importe si elle convient ou quel salaire elle propose. Ce modèle est-il économiquement réaliste? Qu'en est-il de l'inflation? La hausse des prix pourrait juste rétablir la situation d'origine. Puisque l'argent n'est pas créé par magie ou par des imprimantes, il doit bien venir de quelque part. C'est plutôt une redistribution des fonds qu'une création de nouveaux fonds. Il n'y a donc pas d'inflation. D'accord, mais comment va-t-on financer tout ça? Il n'y a pas de bonne réponse ici car le monde est trop diversifié. Dans quelle mesure ce pays est-il bien doté? Qu'est-ce qui est le plus apprécié? Est-il politiquement acceptable d'augmenter les impôts ou de réduire les dépenses de défense? Combien de programmes sociaux existent déjà et dans quelle mesure sont-ils efficaces? Chaque pays a sa propre voie vers le revenu de base universel. La façon la plus simple de financer le revenu de base universel est de supprimer toutes les autres allocations et d'utiliser les fonds ainsi libérés pour le financer. Cela supprimera de nombreux services publics et fera économiser de l'argent. Cependant, leur suppression risquerait d'aggraver la situation de nombreux individus. Soutenir tout le monde implique de maintenir certains programmes, car les gens, comme les pays, sont différents. La seconde option implique des impôts plus élevés. Surtout pour les très riches. Par exemple, en Russie, il y a eu une croissance économique significative, mais la majeure partie des bénéfices est allée à seulement quelques pourcents de la population. L'écart de richesse grandit rapidement, et beaucoup estiment qu'il faut répartir les avantages plus équitablement pour préserver la paix sociale. Cela peut inclure des taxes sur les transactions financières, le capital, le foncier, les émissions de carbone ou même les robots. Le coût du revenu de base universel n'est pas forcément élevé. Selon une étude récente, un revenu de base universel de 21 000 roubles en Russie pourrait en réalité augmenter considérablement le PIB annuel, car il permettrait aux personnes pauvres de dépenser davantage et d'accroître la demande globale. Qu'en est-il des personnes qui font le sale boulot? Qui va travailler dans les champs, ramper dans les égouts et porter des meubles? Si ce n'est pas vital, les gens feront-ils encore des travaux pénibles, ennuyeux et peu gratifiants? Le revenu de base universel peut leur permettre de demander de meilleurs salaires et conditions de travail. Les riches resteront riches, les pauvres ne disparaîtront pas. Nous pourrons ainsi libérer une grande partie de la population de la peur, de la souffrance et de la panique existentielle. Améliorer la vie des pauvres peut s'avérer être une tactique économique judicieuse. Pour certains, cela ne suffit pas. Ils souhaitent un revenu de base universel suffisamment élevé pour assurer un niveau de vie de classe moyenne. En 2016, seulement 33% des Russes actifs étaient intéressés et satisfaits de leur travail et de leurs revenus.
16% étaient manifestement malheureux. Et les 51% restants étaient simplement présents sur leur lieu de travail. 67% des gens arrêteraient de travailler s'ils le pouvaient. Présenter le travail uniquement comme une routine serait injuste. Le travail nous donne une occupation, un défi. Elle nous motive à évoluer, elle nous implique. De nombreux rencontrent amis ou partenaires au travail. Nous œuvrons pour le statut social, le bien-être et notre place dans le monde. Nous cherchons ce que nous voulons faire de notre vie et pour beaucoup, le travail donne un sens à l'existence. Remplacer les programmes sociaux par un paiement unique renforcerait l'influence du gouvernement. Bien que 20 000 roubles suffisent en province, c'est peu dans les quartiers chers de la capitale, ce qui peut pousser les pauvres à partir et accentuer l'écart entre riches et pauvres. Alors, peut-on dire que le revenu de base universel est une bonne idée? Honnêtement, nous ne le savons pas encore. Davantage de recherches sur la structuration et les essais pilotes sont nécessaires. Il faut penser au type de revenu de base universel que nous voulons et à ce que nous sommes prêts à sacrifier pour l'avoir. Le potentiel est énorme. C'est peut-être le modèle le plus prometteur pour éradiquer durablement la pauvreté. Il peut sérieusement réduire le désespoir dans le monde et nous rendre tous moins irritables.